Sabrina est encore sonnée. Pendant 5 ans, cette habitante de République dominicaine a, sans le savoir, partagé sa vie avec l'un des hommes les plus recherchés de France. C'est ici qu'on a vécu ensemble. Il aimait bien cette maison. Il fumait beaucoup. Il jouait sur l'ordinateur. Et il lisait beaucoup de livres. Il me reste que ça. C'est lui sur la photo. Ce Français de 51 ans s'appelle François Chamorro. Il a été arrêté l'an dernier à Saint-Domingue après 10 ans de cavale. Il a commis en France un braquage hors du commun. Les faits se sont déroulés le 7 mai 2003, à Rungis, le plus grand marché de gros du monde. François Chamorro est alors convoyeur. Il est chargé du comptage des billets dans cette société de transport de fonds installée dans l'enceinte même de Rungis. En fin de journée, il explique à 2 de ses collègues qu'il a une bonne nouvelle à leur annoncer. Il a apporté une bouteille de champagne pour l'occasion. Il s'absente quelques instants et revient avec 2 armes de service, prises sur ce râtelier. Puis, il braque ses collègues. On les aperçoit sur cette capture d'écran de vidéosurveillance. La scène, sans coup de feu, ne dure que quelques minutes. Puis Chamorro prend la fuite avec 2 sacs, dans lesquels il a entassé sa prise, 1 200 000 € en grosses coupures. Un choc pour les employés. L'avocat de la société de convoyage évoque un traumatisme d'autant plus grand qu'ils auraient été menacés de mort par leurs propres collègues. Ces salariés de sociétés de transport de fonds vivent tous les jours dans le stress. Donc tous les jours, il y a effectivement le risque d'une agression par l'extérieur. Les gens ont le sentiment d'être protégés au sein de l'entreprise. Donc être agressé avec arme par un collègue, la trahison est là. Monsieur Chamorro a véritablement abusé de leur confiance. Rien ne laissait présager un tel acte. François Chamorro, au casier judiciaire vierge, vivait tranquillement ici, en région parisienne. Il sortait tout juste d'une relation de 2 ans avec cette femme. Aujourd'hui encore, elle garde un bon souvenir de lui. François était quelqu'un de gentil, de prévenant, de serviable, courtois, qui savait ouvrir la porte à une femme, ce qui est une denrée rare aujourd'hui. Selon vous, pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Quand on manipule j'imagine, des milliers de sacoches d'argent quotidiennement, je pense que ça peut arriver qu'on a le droit de dérailler. Surtout lorsqu'on en manque soi-même. François Chamorro n'a jamais roulé sur l'or. Avant d'être convoyeur de fonds, il travaille pendant 10 ans dans cette tour à Rungis, dans une société d'import-export où il est assistant commercial, comme le mentionne son CV. Il gagne moins de 2 000 € par mois. Son patron, à l'époque, décrit un employé modèle, méticuleux et organisé, à l'image de ce hold-up au champagne, tel que le baptise à l'époque la presse. Ça, c'est un aspect qui ne m'avait pas étonné. Donc, quand on parlait de précision, de personnes qui étaient tacticiens, je pense que c'est un acte prémédité qu'il avait dû largement préparer pour échapper et faire sa cavale de manière confortable. Tacticien, stratège, des traits de caractère qu'il aurait développés autour d'une passion originale. Celle des reconstitutions de batailles napoléoniennes à base de figurines. Il s'en était même ouvert à sa voisine, qui était aussi sa dentiste. C'était un patient sympathique, mais bon, bizarre. Il était vraiment obsédé par ces petites maquettes. Il racontait que ça, il passait des heures, comme quoi il passait des heures à les fabriquer, à les peindre. Donc il est venu un jour avec sa mallette, puis il m'a fait une démonstration d'une bataille. Voilà. Mais c'était un personnage, oui. En bon stratège, François Chamorro va gérer au mieux sa bataille avec la police. Le lendemain du braquage, juste à côté de Rungis, les enquêteurs retrouvent 200 000 € dans cette chambre d'hôtel qu'il a louée. Il le rate de peu. Derrière lui, le convoyeur laisse plusieurs courriers. L'un destiné à la police, dans lequel il explique qu'il a 2 armes avec lui, 50 cartouches, qu'il préfère se suicider plutôt qu'aller en prison. Je n'ai plus rien à perdre,
l'occasion a fait le larron. Une autre lettre est adressée à son ex-compagne, dont il s'était séparé quelques semaines plus tôt. Il lui donne des consignes précises pour le partage de ses biens. Ma sœur va te contacter pour le frigo, les figurines, décors et autres albums photos. Occupe-toi bien de Totoche, elle me manque déjà. Pour Totoche, sa chienne, il avait laissé quelques liasses de billets. Il y avait 14 000 euros. 14 000 euros de croquettes. C'est cher. Et qui était où? Planqué dans le garage, D'accord. derrière une boîte à vis. J'étais pas prête de trouver d'ailleurs. Qu'a-t-il fait après? Comme il le confiera plus tard devant le juge chargé du dossier, sa cavale commence à 2 pas de chez lui. Dans ce bois, où il enterre son magot et les armes. Il y aurait vécu, dit-il, comme un Rambo pendant 2 mois. Puis il se laisse pousser un bouc, se fait passer tour à tour pour un touriste ou un VRP. 6 mois après le casse, il est à Marseille, où il se procure de faux papiers pour la somme de 15 000 euros. François Chamorro est devenu Jean-Paul Domingo, une fausse identité qui lui permet de déjouer le mandat d'arrêt international lancé contre lui. En février 2004, il atterrit à Montréal, au Canada. Selon ses dires, il y aurait flambé son argent en fréquentant les grands hôtels et en achetant des bijoux. Mais il craint les contrôles de police, alors il change d'ambiance. 3 mois plus tard, le voici sous le soleil de la République dominicaine. De parents espagnols, Chamorro maîtrise parfaitement la langue de ce pays. Un pays gangréné par la corruption, réputé pour abriter ceux qui veulent se mettre au vert. Pour remonter la trace de Chamorro, devenu Domingo, il faut s'enfoncer dans les faubourgs de la capitale. Après 24 heures de recherche, nous retrouvons sa dernière adresse connue. Enrique, un commerçant, se souvient bien du français. C'est là. Quand je passais ici, j'entendais de la musique. Alors je m'arrêtais pour écouter. C'était de la très bonne musique. De l'opéra et de la musique classique. C'est ici que Chamorro rencontre Sabrina en 2008, avec laquelle il va passer plusieurs années. Il est alors peu loquace sur son passé. Le jour où nous nous sommes rencontrés, il m'a dit qu'il était français et qu'il vivait ici car il ne pouvait pas vivre dans son pays. Qu'il n'avait pas d'argent pour payer une maison. On s'est fiancés, on s'est aimés quelque temps et on a vécu là. Ici, Chamorro semble vouloir se fondre dans le paysage. Il n'a pas de travail fixe et mène une vie sans éclat. Simon, le fils de Sabrina, est loin d'imaginer que le Français disposait d'un pactole d'1 million d'euros. C'était une personne humble. On le voyait toujours avec les mêmes habits, parfois pendant un mois. Notre famille a dû emprunter de l'argent. Jamais je n'aurais pu penser que c'était quelqu'un qui avait autant d'argent. Qu'est devenu le million du braquage? L'a-t-il dépensé ou caché? Une partie du magot aurait servi à construire cette maison d'une centaine de mètres carrés, avec au rez-de-chaussée des boutiques. Le fugitif perçoit les loyers, mais il a pris soin de mettre la maison au nom de sa compagne, Sabrina. Et quand il reçoit de l'argent envoyé de France par sa mère, bizarrement, c'est toujours Sabrina qui est chargée de récupérer les espèces à la banque. Je lui ai demandé pourquoi il n'allait pas lui-même chercher l'argent. Il m'a dit qu'il détestait faire la queue, que ça le rendait nerveux. Les années passent. Sa mère, qui vit en France, vient le voir régulièrement sans être inquiétée. Mais début 2013, première alerte. Après une plainte de sa compagne, il est placé en garde à vue pour violence conjugale dans ce poste de police. À l'agent de permanence, il présente ses faux papiers. C'est ici que Domingo a passé la nuit. Quand on l'a mis là, il était agité. On lui a donné des cigarettes et il s'est calmé. Chamorro est libéré au petit matin. Sa fausse identité n'a pas été démasquée.
Mais c'est finalement lui-même qui va se jeter dans la gueule du loup. Maria a été témoin de ses derniers jours de liberté. Après sa dispute avec Sabrina, il tombe amoureux d'elle. À elle non plus, il ne dit rien du million d'euros volé en France. Mais il lui avoue mener une vie de fugitif qu'il ne supporte plus. Il voulait régulariser tous ses papiers. Il ne voulait plus être recherché. Il voulait vivre sa vie tranquille, sans problème. Ce n'était pas facile, sa situation. 10 ans et 1 jour après le braquage de Rungis, Domingo se rend à l'ambassade de France pour redevenir Chamorro. Il dépose une demande de passeport car il pense que les faits sont prescrits. Mais il commet une erreur. Il semble ignorer qu'il a été condamné en son absence, en 2008, par la cour d'assises de Créteil, et ça change tout, comme nous l'explique son avocat. Il a fait une confusion entre la prescription de l'action, qui est de 10 ans avec des actes interruptifs possibles, et la prescription de la peine, qui est de 20 ans. Évidemment, c'est beaucoup plus long. Et cette prescription court à compter du jour où l'arrêt de la cour d'assises est signifié à parquet. François Chamorro aurait en fait dû attendre jusqu'en 2028 pour ne plus être inquiété. Arrêté le 2 août 2013, alors qu'il vient récupérer son passeport, il est extradé en France et emprisonné dans cette maison d'arrêt à Villepinte. Devenu très croyant, il dit être soulagé et vouloir tourner la page. Il a le sentiment, en effet, d'avoir fait quelque chose qu'il ne devait pas faire, et il le regrette énormément. Maintenant, les faits sont là. Le procès de François Chamorro s'ouvre la semaine prochaine. Il risque 20 ans de prison. Son ancien employeur lui réclame le million d'euros dérobé, mais l'ex-convoyeur assure ne disposer d'aucun bien. Le 14 septembre, nous avons rendez-vous dans une prison à Kiev, la capitale ukrainienne. Bonjour, Christophe Dubois. Salut, je travaille au magazine 7 à 8 de TF1. Moi, je crois pas prévenu aujourd'hui. L'homme que nous venons voir s'appelle Gilbert Chikli. Ce franco-israélien de 52 ans est le cerveau d'une arnaque inédite de plusieurs millions d'euros, commise avec pour seule arme son téléphone. Il a été condamné en France pour cette escroquerie. Sous le coup d'un mandat d'arrêt international, il avait fui en Israël. La fin de 8 ans de cavale. Israël, ça a été pour moi un pays de refuge, il faut le dire, et puis peut-être une prison dorée, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, mais dans tous les cas, oui, je veux retourner en France, oui, je veux retourner à Paris parce que je suis né à Paris, que je suis français à part entière, que je veux que mes enfants viennent vivre à Paris, j'ai 6 enfants, et que je veux recommencer une vie nouvelle, tout simplement. Je savais qu'à un moment ou à un autre, j'allais faire arrêter, puisque au mois de juillet et juin, j'étais en Italie, je suis parti en Sicile, je suis parti à Nice, etc., etc. Bon, bah oui, je l'ai dit maintes et une fois, oui, je veux retourner à Paris, mais dans des bonnes conditions, c'est tout. La spécialité de Gilbert Chikli, c'est l'arnaque au faux président, une escroquerie au mode opératoire hallucinant. Ça pourrait aller mieux, évidemment. Entre 2005 et 2006, il contacte des cadres et des chefs comptables de plusieurs entreprises françaises et parvient, en prétextant la lutte contre le terrorisme et le blanchiment, à se faire remettre des fonds ou effectuer des virements. L'une des victimes de cette arnaque était directrice d'une agence du Crédit Lyonnais, comme celle-ci. 10 ans après les faits, elle a accepté de témoigner par téléphone. Tout commence quand elle reçoit l'appel d'un homme qui se présente comme le président de sa banque. Il arrive à dire voilà, moi vous vous rendez compte, c'est quelque chose de la plus haute importance, j'étais en vacances, il me dit que quelqu'un va m'appeler des services secrets et qu'on doit absolument répondre à tout ce que cette personne va demander pour déjouer, je crois que c'est une problématique d'attentat ou quelque chose comme ça. Dans les jours qui suivent, elle est contactée plusieurs fois par le prétendu agent secret. Il lui demande de livrer 970 000 € en liquide dans les toilettes de ce bar parisien.
Il m'a demandé de m'asseoir dans le bar en question. Il m'a demandé de commander un coca, j'ai commandé un coca. Il m'aurait dit de commander un Perrier, j'aurais commandé un Perrier. Enfin, si vous voulez, là, j'étais vraiment... je ne faisais plus que ce qu'il me disait. J'étais un robot. Il me demande de descendre dans les toilettes et que quelqu'un allait frapper à la porte. Genre, il frappe 3 fois, comme un code, quoi, si vous voulez. Donc, j'ai donné le sac. Il a pris la boîte, il m'a rendu le sac. Il vous enferme dans un espèce d'entonnoir dans lequel vous n'arrivez pas à sortir. Au total, Chikli va utiliser le même scénario contre une trentaine de banques et grandes entreprises. L'arnaque ne marche pas à tous les coups. Plus de 50 millions d'euros sont récupérés in extremis, mais près de 8 millions se sont envolés. Pour les salariés piégés, les conséquences sont dramatiques, comme la cliente de cette avocate, directrice d'une agence de la Poste, qui a remis 358 000 euros en liquide. Ils ont mis fin à son contrat en considérant que c'est une faute lourde. Et à partir de là, ce fut la descente aux enfers pour ma cliente. C'est-à-dire ? Elle n'avait plus de quoi manger. Elle s'est retrouvée SDF. Elle s'est retrouvée dans la misère totale. Gilbert Chikli pilote l'arnaque à 3000 km de Paris, depuis Israël. Depuis cet immeuble, situé rue Ayarkon, dans le centre de Tel Aviv. Autour du cerveau de l'escroquerie, une dizaine de complices, spécialistes du blanchiment. Grâce à des recoupements téléphoniques, Gilbert Chikli est localisé et interpellé à Tel Aviv en 2006. Les autorités israéliennes acceptent de l'extrader. Né dans une famille modeste du quartier de Belleville à Paris, Gilbert Chikli est un escroc récidiviste qui a déjà séjourné une douzaine d'années derrière les barreaux en France. Dans l'affaire du faux président, il est mis en examen pour escroquerie et passe près de 3 ans en détention provisoire. À Paris, en mai 2015, il est condamné à 7 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Mais en son absence, car il a profité de sa remise en liberté pour disparaître. À Ashdod, ville portuaire à 20 km de Tel Aviv. Il vit dans cette villa confortable, avec son épouse, Shirley, de 19 ans sa cadette. Sans se cacher, bénéficiant d'une étonnante impunité. Il reçoit des journalistes et livre avec aplomb sa version de l'arnaque, l'exploitation des failles du système et de la crédulité de ses interlocuteurs. Écoutez, moi je vais vous donner un exemple qui est très simple. Demain, vous touchez un loto, vous encaissez votre argent du loto. Mais pour encaisser ce loto, vous êtes obligé de remplir des cases et puis de mettre certains numéros. Moi, j'ai fait 10 numéros pour avoir le loto. J'ai fait 10 numéros de téléphone. Okay, donc j'ai fait le 01, etc., etc. J'ai eu un interlocuteur qui, lui, m'a transmis un loto. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Que je le refuse? Quoi? Gilbert Chikli vend même les droits de son histoire au cinéma. À ton avis, c'est lequel? Je ne sais pas qui c'est. Avec la chemise bleue. Ouais. À l'aéroport de Tel Aviv, il accueille chaleureusement le producteur Isaac Shari et celui qui va réaliser le film, Pascal Elbé. Salut, Pascal, enchanté. Le film intitulé « Je compte sur vous », sorti fin 2015, raconte la genèse de l'arnaque et les talents de manipulation de Gilbert Chikli. Un biopic qui consacre la notoriété de celui qui s'est fait désormais un nom dans la communauté des escrocs. Un comportement qui irrite les autorités françaises, d'autant que les escroqueries au virement continuent. C'est ce que constate Corinne Berthoud, en charge de la lutte contre la grande délinquance financière. Elle a accepté de nous faire écouter l'enregistrement d'une tentative d'arnaque. La technique est la même que celle utilisée par Chikli. Oui, bonjour, vous êtes madame... Ouais, c'est ça. Vous voyez, il connaît déjà le nom de la personne à contacter. Pareil. Bon, alors dites-moi, vous avez reçu un ordre de paiement de 886 270 euros, c'est ça? Donc vous voyez, là encore, c'est absolument très précis. Donc la personne est mise en confiance, elle a toutes les informations de la part de l'escroc.
Justement, comme c'est un paiement exceptionnel, d'accord? Ouais. Donc les papiers vont arriver demain ou après-demain. Ouais. Donc vous le faites partir quoi qu'il arrive, c'est très urgent et vous recevrez donc les documents adéquats d'ici 48 heures, d'accord? Oui, scénario très précis, il est vindicatif, il est très précis. Dans laquelle nous sommes sur une élaboration de marché international. Vous recevez ça normalement demain, toutes les coordonnées, etc. Je m'en occupe personnellement. Ok, d'accord. Je compte sur vous. Faites-le partir tout de suite, c'est très important. Oui, ça c'est une signature. Je compte sur vous. Je vous remercie. Je compte sur vous. Le titre du film inspiré de sa vie. Si la voix de Chikli n'a pas été formellement identifiée, l'escroc a de fait lancé une mode. Depuis 2010, 630 millions d'euros auraient ainsi été détournés. Il a fait des émules parce que ça génère énormément d'argent, que bien sûr les escrocs, leur but ultime, c'est de récupérer le maximum de fonds avec le minimum de risques. Il faut être vraiment très rapide dans l'exécution pour éviter évidemment d'être pris soit par la découverte au sein même de l'entreprise de l'escroquerie ou par les forces de l'ordre. Gilbert Chikli coule des jours heureux en Israël, où il semble protégé. Mais les policiers français guettent le moindre faux pas, et l'été dernier, ils obtiennent un tuyau. Gilbert Chikli aurait quitté Israël pour l'Ukraine. Le SBU, les services secrets ukrainiens, sont chargés de vérifier l'information. Les enquêteurs, dirigés par Andrei Balachov, retrouvent la trace du passage le 14 août de Gilbert Chikli à l'aéroport de Kiev, où il a utilisé un passeport avec son nom israélien, Sheli Chikli. Les policiers identifient ensuite le taxi qui l'a transporté, où il a été vu en train de mettre une puce dans son téléphone. C'est comme ça que nous avons compris qu'il avait probablement acheté une carte SIM à l'aéroport. À partir de là, nous nous sommes mis à la recherche du numéro de téléphone correspondant à cette carte. Nous l'avons alors localisé et avons identifié les téléphones qu'il utilisait. Vient-il pour des affaires, du tourisme? En tout cas, les services ukrainiens localisent les hôtels où il est descendu, dans le centre-ville de Kiev. Ils s'aperçoivent que l'homme quitte la capitale à bord d'un taxi et prend la route en direction d'Odessa. Ils décident alors de lui tendre un piège. À 70 km de Kiev, cet inspecteur en charge du checkpoint reçoit l'ordre d'effectuer un contrôle de papier du véhicule. L'automobile roulait à une vitesse normale. C'est à cet endroit qu'elle s'est arrêtée, à 30 mètres d'ici à peu près. Lors du contrôle, j'ignorais complètement l'identité des personnes qui se trouvaient à l'intérieur. Nous avions simplement l'information selon laquelle ils étaient recherchés par Interpol. Les services secrets, à bord de cette fourgonnette qui filme l'opération, se chargent de l'interpellation, sans ménagement. Police! Police! Les mains derrière le dos. Le visage. Les mains derrière le dos. Le policier en blanc demande à un de ses collègues d'identifier formellement l'homme qu'il recherche, Gilbert Chikli. Gilbert Chikli, avec la casquette noire, n'oppose aucune résistance. Il est interpellé en même temps qu'un autre Français à terre, Anthony Lazarevitch, lui aussi recherché par la France dans une autre affaire d'escroquerie. 3 semaines plus tard, nous obtenons l'autorisation d'interviewer Gilbert Chikli dans sa prison ukrainienne. Cette fois, l'homme apparaît dans un rôle moins flamboyant que celui qu'il incarnait pendant sa cavale. Qu'est-ce que vous faisiez en Ukraine? J'allais voir ce qu'on appelle un très grand rabbin qui s'appelle Ouman. Et puis je devais repartir, j'avais mon aller-retour, c'était pour une semaine, voilà, 10 jours. D'accord. Tout simplement. C'est pour des motifs religieux? Tout à fait. D'accord. Peut-être pour me repentir. Bon. Devant notre caméra, il fait amende honorable, quitte à minimiser l'affaire. Je n'ai tué personne, faut-il le rappeler. Je suis pas un vendeur de drogue, je sais pas, ça va, j'ai levé 3 fois le téléphone, ça
Ça a perturbé ma vie. Peut-être celle des autres aussi, très certainement, mais en tous les cas, bon voilà, c'est une affaire qui date de 12 ans en arrière. Il y a eu des gens, évidemment, qui ont malheureusement mal fini parce qu'ils ont perdu leur emploi, etc. Je ne sais pas quoi faire, je suis désolé. Voilà, nous avions, en tout cas à l'époque, un objectif, c'est de prendre de l'argent à des grosses sociétés. Nous ne pensions pas à la personne et quel dégât ça ferait. Nous pensions que, voilà, c'est une victime, point. Vous n'allez pas vous opposer à l'extradition? Absolument pas. Je vous en prie. Très bonne journée à vous. Merci à vous. Bonne continuation. Avant de rejoindre sa cellule, Gilbert Chicly veut adresser un dernier message. Et si la justice le veut bien, qu'elle fasse à ce que mon extradition se passe le plus rapidement possible. Parce que je suis pas sûr d'arriver en bon état en France. Et ça, je vous le dis très sincèrement. Voilà. Très bonne continuation, merci. Gilbert Chicly insinue-t-il que ces conditions de détention sont difficiles? À en croire cette vidéo, tournée par un codétenu, il paraît pourtant s'en accommoder. Quant à son souhait de rentrer en France, cette autre vidéo, tournée également en prison, laisse pour le moins perplexe. Voilà. À Kiev, en prison. Voilà, vas-y, t'es prêt? Allez, Chaim, Billy, à notre sortie, si Dieu veut. Et à nos millions. Plein de bonnes choses. J'emmerde la justice française, je vous baisse et je ne viendrai pas. Et si je viens, je vous baisse quand même. Voilà. Merci, je vous baisse aussi. À Paris, l'avocat de Gilbert Chicly assure ne pas avoir eu connaissance de cette vidéo. Maître Kamiński soutient que son client reste désireux de se mettre en règle avec la justice française. Il a conscience qu'il faut purger cette affaire, quitte à effectuer de la détention en France. Voilà. Maintenant, il faut se mettre à la place d'un homme qui est marié, qui a plusieurs enfants. Il n'est pas simple de se dire qu'on se jette dans les bras d'une justice pas forcément bien accueillante, ce que je peux entendre, et on va demander un aménagement de peine. Brièvement remis en liberté à Kiev, Gilbert Chicly a été de nouveau placé en détention. Sa demande d'extradition vers la France devrait être examinée en début de semaine.